Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. On va laisser les gens se connecter. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en train? Super. Eh bien, bienvenue à tous. J'ai encore le temps de vous souhaiter une bonne année, donc bonne année à tous. Plein de réussite, plein de santé. Prenez soin de vous. Avec toute l'équipe, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier live de l'année consacré à l'IA générative et surtout les implications, les intérêts dans le monde de la santé. Et on a la chance pour ce faire d'accueillir Bénédicte Lanfray, qui est formatrice en intelligence artificielle générative et qui nous a préparé un diaporama, des explications qui vont, je pense, vous passionner et vous étonner. Du coup, je commence rapidement pour vous représenter rapidement en Medavise en quelques chiffres. Donc, c'est 12 000 praticiens utilisateurs. On est la 3e communauté nationale de télémédecine. On est très content. On a 16 réseaux de téléexpertise, je vous montrerai après, et plus de 50 spécialités qui nous font confiance. Donc, dans ce qu'on fait, entre autres, il y a la téléconsultation assistée, la téléconsultation post-urgence, ça c'est avec le groupement des hôpitaux de Lille, on accompagne depuis quelques années. On a les modules de téléexpertise, en particulier on accompagne l'ESS Cardio en Ile-de-France et Ramsès Santé pour toutes les téléexpertises en psychiatrie, entre les psychiatres et les cardiologues. On a un projet sur le soutien des intérimaires avec le FPET. Hop, ça vient passer. Les 16 réseaux de téléexpertise auxquels vous pouvez faire appel si vous avez besoin dans votre pratique, qui sont accessibles depuis votre espace Medavise. Et puis, on est sur une solution un peu tout en un, où tout est regroupé au même endroit, que ce soit de la téléconsultation, à l'adressage, au rappel du patient, à la messagerie. Il faudrait que tu coupes ton micro, je pense. Hop. Donc, on est une petite équipe, 35 collaborateurs. On a fêté nos 10 ans en 2024. Et on est basé à Vannes. Alors, il faut que je partage un petit sondage à remplir avant de commencer. Hop. Vous voyez un petit peu soumettre le vote. Hop. Voilà. Je pense que... Est-ce que le sondage apparaît? J'espère. Répondre. Publier. Et puis, effectivement, deuxième question, si vous utilisez déjà ou si vous avez une conscience de déjà utiliser l'intelligence artificielle dans votre pratique professionnelle, quel usage en faites-vous et comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Voilà. Pendant que vous répondez, j'en profite pour vous dire que donc il y a l'onglet questions ou l'onglet chat si vous voulez rédiger, poser des questions tout au long de la présentation. Je les transmettrai à Bénédicte au fur et à mesure ou à la fin, on prendra un petit temps éventuellement. Et voilà, donc n'hésitez pas via l'onglet questions ou via l'onglet chat comme c'est le plus facile pour vous. Allez. Bon, je pense qu'on peut arrêter le sondage. Donc, alors, comment utilisez-vous l'IA comme ChatGPT, Gemini, Perplexity dans le quotidien? Alors, 33% usage personnel uniquement, 27% pas d'usage. Il va falloir convaincre Bénédicte. Un peu d'usage professionnel pour 27%, 13% usage professionnel quasi quotidien. Et plusieurs fois par semaine, il y avait 0%. Donc, un tiers entre personnel quotidien,
un peu d'usage professionnel, pardon, et du quasi quotidien. Et pas d'usage, il y en a, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Et ben, je vais te passer la main. Je vais te passer la parole plutôt, Bénédicte. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis pas du tout dans la médecine. Hein. Mon métier, c'est le marketing et je me suis spécialisée sur les usages de l'IA. C'est ce qui me permet de vous dire déjà que les résultats de vos sondages sont très conformes à ce que je croise dans les autres entreprises. À savoir qu'aujourd'hui en France, on a à peu près une personne sur deux qui a un usage professionnel de l'IA. Avec des variations, mais on est un peu dans ces eaux-là. Donc, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est comment projeter ces usages que vous avez à titre personnel souvent dans votre quotidien, sans aller sur le terrain de la médecine, puisque ce n'est pas mon propos et ce n'est pas le propos des IA génératives, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais essayer de vous donner donc des exemples d'usage, vous donner des premiers conseils pour obtenir des réponses utiles. Ça passe par le savoir prompter. Et puis, on passera bien sûr par l'étape des limites à poser à ces outils-là. Et on finira par les bénéfices que vous avez, les opportunités que ça ouvre pour vous au quotidien d'aller sur ce genre d'outils. Donc, déjà, le mot IA, il est partout dans les médias et on va en entendre beaucoup parler avec le sommet de l'IA qui a lieu en France la semaine prochaine, dans 15 jours. Il faut vraiment garder en tête qu'il y a des IA depuis les années 50 et que l'IA générative, c'est-à-dire les outils comme ChatGPT, sont très récents. Ils font partie d'une famille d'IA très spécifique qui s'appelle les IA génératives. Les IA génératives, elles travaillent sur des données non structurées, non vérifiées, c'est-à-dire qu'en gros, ces IA ont aspiré Internet, les réseaux sociaux, etc. Et ce sont des IA de langage avec lesquelles on interagit en langage naturel, grand public, et parce qu'elles sont gratuites aussi accessibles sur Internet, elles ont explosé dans notre horizon médiatique depuis 2 ans. Mais les IA dans le domaine de la médecine sont en place depuis très longtemps, dans des usages de la recherche, de l'imagerie médicale, de la robotique médicale, de l'aide au diagnostic. Ce sont des IA non génératives. Elles s'appuient sur des sources de données très contrôlées, très structurées. Et donc, ça n'a rien à voir avec les IA d'aujourd'hui dont on parle beaucoup comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Donc, faisons la part des choses. Déjà, le discours médiatique a tendance à tout mélanger. Là, on va bien traiter ce phénomène d'IA générative pour des usages non médicaux. Alors, pour ceux qui ont essayé, je pense qu'il y a un côté très, très magique dans les premiers usages qu'on peut faire dans ChatGPT. Je vais lever le voile sur cette magie et vous dire que derrière ces IA, ce qu'il se passe, c'est des statistiques. L'IA générative est probabiliste. Elle transforme des morceaux de mots en tokens, donc des plus petits bouts de mots. Et puis, ces petits bouts de mots sont transformés en nombres. Ça devient des vecteurs de nombres qui reconstituent nos phrases. Et quand on prompte, le mot prompter est rentré aussi dans notre quotidien. Prompter, c'est simplement poser une question à une IA. Eh bien, l'IA ne fait que du calcul probabiliste et elle va générer le mot suivant le plus probable. Voilà, l'un après l'autre, l'IA ne fait que reconstituer. Si je dis à l'IA « Paris est la capitale de », l'IA, par probabilité, va se dire bah, « c'est sûrement le mot France qu'il faut poser parce que dans 98% de mon corpus de données, c'était le mot France qui allait dans cette phrase. » Donc, vous voyez que c'est un principe strictement probabiliste. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris plein de principes de l'IA. Ce principe probabiliste, il induit un certain nombre de choses dont il faut se méfier, notamment la fiabilité, comme les hallucinations. C'est un mot technique de l'IA. On dit que l'IA hallucine, c'est dès lors qu'elle vous fait une réponse, l'IA est dressée pour répondre. Donc, elle répond à tout, y compris si c'est n'importe quoi. Et quand elle répond l'air sûr d'elle, quelque chose qu'elle ne sait pas, on dit qu'elle hallucine. Il
Il y a derrière tout ça des questions de sécurité, de confidentialité des données et de responsabilité qu'on verra à la fin de cette présentation. Alors, on va se mettre dans votre quotidien de professionnel de la santé et redire ici très clairement que, encore une fois ici, je ne parle pas des IA à usage médical entraînées sur des données spécialisées et médicales qui sont sécurisées et encadrées par l'IA Act. Vous savez que l'Europe est le premier territoire mondial qui a voulu réguler l'IA et qu'à ce titre-là, tous les corpus de données médicales vont être encadrés en termes de sécurité et de transparence par cet IA Act. Donc, dès lors qu'on parle de transcription des consultations, d'aide au diagnostic, d'aide à la prescription, de médecine prédictive, ce sont des IA médicales spécialisées. Ceux dont on va parler là, ce sont des IA génératives qui peuvent vous aider sur des données qui ne sont pas strictement médicales ni personnellement attribuées. Donc, on va voir des cas concrets, des exemples concrets de ce que vous pouvez demander à ces IA dans votre quotidien. J'en profite juste. Donc, les IA qui sont rentrées dans beaucoup de logiciels médicaux maintenant, logiciels métiers où on rentre nos observations, on fait notre dossier et qui nous aide à les remplir. Tout ça, donc ça, c'est régi par l'IA Act et c'est entièrement sécurisé et ça répond à un cahier des charges hyper précis en termes de sécurité des données et de crypto. Ouais, en fait, l'IA Act va s'appliquer à partir d'avril 2025, mais elles ont déjà été conçues avec cette logique de fiabilité. Et donc, imaginez qu'on a ces IA ont travaillé sur des corpus de données, des jeux de données qui sont strictement médicales, donc qui ont été structurés pour ça, et on a rajouté la dimension langage, l'interface en langage naturel que permet un chat GPT. On a juste rapporté cette couche d'interface langage naturel à un corpus de données qui est extrêmement contrôlé et entraîné sur des grands volumes de données médicales précises. Et donc, ce corpus-là, il a été consolidé, entraîné spécifiquement pour des usages médicaux, ce qui n'est pas du tout le cas dans ChatGPT, qui est entraîné pour des usages très grand public, sans exigence de fiabilité. Très, merci, très clair. Je ne sais pas si ça passe. Non. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces grands modèles de langage d'IA générative? Donc, je vous ai cité ChatGPT, c'est le premier outil au monde aujourd'hui. Numéro 2, c'est Gemini, c'est l'IA de Google. Et puis, on a un nouvel entrant qui s'appelle Perplexity, dont je vous montrerai tout à l'heure le gros potentiel dès lors qu'on se soucie un peu de fiabilité de ces données. Donc, vous allez voir que ces usages non médicaux, ils sont vrais dans tous les métiers, mais ils sont aussi vrais pour les praticiens de santé, dès lors qu'on parle de recherche Internet, d'auto-formation de premier niveau, de synthèse de documents, de pédagogie ou d'aide à la rédaction. Et c'est ces exemples-là qu'on va dérouler un petit peu concrètement pour que ça vous ouvre des possibilités dès 13h30 de vous faire aider de ces outils. Alors, rentrons dans les exemples un par un. Alors, premier exemple d'usage, vous savez que on cherchait par réflexe dans Google l'information. Aujourd'hui, il y a un outil qui a vraiment changé la donne qui s'appelle Perplexity. Donc, c'est un outil gratuit, c'est une IA gratuite qui va vous permettre de trouver l'information sur le web et de façon très synthétique. C'est-à-dire que quand vous alliez interroger Google, imaginez que c'était un bibliothécaire, vous entriez quelques mots-clés et il venait vous servir une liste de 10 millions de liens dans lesquels vous deviez rentrer, consulter chacun, etc. et faire votre propre synthèse. Imaginez que l'IA, elle répond plutôt comme une savante. C'est quelqu'un qui a lu tout Internet et dès lors que vous promptez, vous posez une question à cette savante, elle vous répond de façon très, très synthétique. Mais là où un chat GPT pourrait produire des hallucinations, c'est-à-dire faire semblant de savoir en vous donnant des choses
plus ou moins vrai. Quand vous interrogez Perplexity, en plus de la réponse de la savante, de l'IA, vous voyez que sur la page, là, il y a la réponse synthétique qui est une réponse de type IA. Elle va afficher en plus les 10 sources sur lesquelles elle a fondé sa réponse. Donc là, il ne s'agit pas d'aller explorer 12 millions de liens. Vous avez 10 sources que vous pouvez afficher sur la droite de votre écran et vous allez savoir très intuitivement vous dire si ces sources vous paraissent fiables ou pas. D'autre part, dans la réponse synthétique que vous fait l'IA, chaque fois qu'il y a des données factuelles, vous avez une petite bulle avec un petit chiffre qui s'affiche à côté. En cliquant sur cette bulle, vous allez ouvrir la source Internet dans laquelle elle est allée sourcer cette information. Donc là, vous voyez que le travail de contrôle, de vérification de la donnée devient extrêmement simplifié. Vous gagnez de la puissance avec une réponse synthétique et vous gagnez de la précision parce que vous pouvez vérifier vos réponses. Donc, j'ai pris l'exemple, je suis médecin généraliste, explique-moi le Mpox, symptômes et impact de cette maladie en France. Cherche uniquement dans des sites médicaux et sources officielles. Et vous voyez que même visuellement, je vois qu'à l'œil, elle a ramené des informations en provenance de santé.gouv, etc., donc des sites officiels parce que je lui ai demandé. Et du coup, j'ai tout de suite une réponse qualitative à une question, là où ça m'aurait peut-être pris 20 minutes de compiler des sources dans Google. Exemple suivant. Allez chercher l'IA pour vous auto-former, auto-formation de tout premier niveau, hein, mais c'est vraiment explorer un sujet que vous ne connaissez pas. Ici, j'ai pris l'exemple de « Je suis médecin généraliste en France. Quelles questions poser à un patient dont je suspecte un Mpox? Quelles analyses complémentaires pratiquer? N'utilise que des sources médicales officielles pour me répondre. » Là encore, comme je veux de la donnée d'une part sourcée et d'autre part mise à jour, actuelle, mon réflexe doit être Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui a ce double avantage, chercher dans l'actu et vous ramener les sources de ces réponses. Et là, vous avez immédiatement un petit descriptif qu'il me propose pour l'interrogatoire du patient, l'examen clinique, etc. Exemple suivant. La synthèse de documents. Alors, je vais vous montrer ici un outil qui est assez peu connu, mais qui est, de mon point de vue, extrêmement utile et performant. Il s'appelle NotebookLM. C'est un outil gratuit de l'environnement Google et il est vraiment très intéressant parce que dans NotebookLM, vous allez pouvoir créer votre espace personnel et dans ces espaces personnels, vous pouvez en créer une infinité. C'est vous qui allez choisir les sources, les documents que vous allez mettre dans votre espace. Là, j'ai pris l'exemple des arboviroses. Je ne connais rien de ce sujet, mais j'ai fait comme si je devais chercher dans ce domaine-là. Je suis d'abord allée chercher dans Perplexity des ressources officielles fiables qui parlent de ces nouvelles maladies. Je les ai mises dans mon notebook dédié aux arboviroses. Et là, vous voyez que sur la colonne de droite, je vais interagir avec l'IA. Et quand je vais prompter l'IA, quand je vais lancer l'IA, elle n'ira chercher ses réponses que dans mes documents que je lui ai indiqués, que vous pouvez cocher ou décocher chacun. Vous pouvez mettre jusqu'à 50 documents, des documents très lourds, et ça, vous avez la garantie que l'IA n'hallucine pas. Dans les réponses que me fera l'IA, il y aura encore une fois ces petites bulles cliquables qui, à chaque fois qu'elle pose un chiffre, un fait, je pourrais le vérifier puisque en cliquant sur la petite bulle numérotée, elle va ouvrir le document dans lequel elle a trouvé l'info à l'endroit précis où figure cette info. Donc là, vous voyez que vous maîtrisez vos documents, vous réduisez totalement le risque d'hallucination parce que vous êtes allé compiler des documents dont vous êtes sûr et ça vous permet de faire tout un tas de recherches, d'analyses, de synthèses, etc. Vous pouvez même produire des podcasts à partir de vos documents, mais ça, c'est un petit gadget qui est complètement dingue. Exemple suivant, Nicolas. Donc, NotebookLM, ça, notez-le, c'est vraiment super intéressant pour travailler proprement. Faire de la pédagogie personnalisée. Je suis médecin généraliste, je viens de détecter un diabète de type 1 à un enfant de 6 ans. Aide-moi à lui expliquer cette maladie
en utilisant l'exemple du foot parce qu'il est passionné par le foot, sans jargon et de manière à lui donner envie de suivre les consignes du traitement. Là, vous allez aller chercher l'IA dans sa capacité à formuler des choses avec des niveaux de langage adaptés. Vous pouvez expliquer n'importe quelle maladie pour un enfant de 6 ans, pour un ado de 15 ans, pour un adulte, pour une personne qui ne parlerait pas notre langue. Et vous allez pouvoir en plus injecter dans l'ordre de la pédagogie quelque chose qui peut être de l'ordre de son centre d'intérêt, de sa passion. Et là, d'un seul coup, votre message médical va porter parce que vous aurez les bons mots pour toucher votre patient et l'engager dans sa maladie. Donc, avec ce genre d'usage, ChatGPT est très, très, très bon. En fait. Exemple suivant. L'aide à la rédaction, ça c'est l'usage le plus intuitif qu'on peut avoir de l'IA. Ici, typiquement, j'ai besoin de répondre à un avis Google négatif. Je suis médecin généraliste, un patient a laissé un avis client négatif. Donc là, je copie son avis client, entre guillemets, rédige une réponse expliquant que je gérais une urgence hors cabinet ce jour-là, utilise un style très empathique qui met en avant le côté exceptionnel de ce retard, mon envie de répondre au mieux à chacun de mes patients. Et là, en une fraction de seconde, donc ChatGPT va me formuler une réponse à l'avis client. Ça me permet de prendre du recul, de ne pas réagir dans l'émotion et de risquer d'avoir des mots inappropriés. Et surtout, ça me permet de répondre là où peut-être spontanément, je n'aurais juste pas répondu parce que je n'ai pas d'énergie à dépenser à des réponses sur des avis négatifs. Donc, vous voyez, ça, c'est un usage qui est très simple et qui peut vraiment faire la différence pour vous, en fait, dans votre confort mental et aussi dans votre service et votre image clientèle. Exemple suivant. Toujours dans l'aide à la rédaction, là, c'est l'exemple d'un mail, d'un message pour un patient. Je suis médecin généraliste et je dois transmettre mes résultats d'analyse à mon patient. Les analyses ne montrent rien de probant, mais nécessitent d'autres investigations, notamment une échographie. Mail synthétique, empathique et ne devant pas inquiéter le patient. Voilà, j'ai peut-être un certain nombre de patients avec qui j'interagis par mail. Bien là, l'IA, ChatGPT, typiquement sur ce genre de sujet, va vous aider à rédiger de façon très empathique et professionnelle, là où peut-être que naturellement, vous êtes un peu lapidaire et possiblement inquiétant pour le patient. Là, si vous voulez vous prémunir de ça, vous pouvez dresser, entre guillemets, ChatGPT à répondre même avec votre style éditorial, à votre style personnel, à vos patients. Exemple suivant. Trouvez les bons mots. Voilà, si vous êtes dans un métier, vous avez des messages parfois délicats à passer, l'IA, c'est un outil de langage et il peut vous aider. Je suis médecin, je dois annoncer à une patiente de 50 ans une maladie cardiovasculaire sérieuse. Aide-moi à trouver les bons mots pour l'annonce de la maladie. Comment orienter la consultation pour qu'elle comprenne à la fois le sérieux de la situation et aussi la nécessité qu'elle s'engage dans le traitement. Donc là, chez ChatGPT, je vais chercher le coach, celui qui va m'aider à prendre en charge une situation stressante pour moi ou inhabituelle ou face à laquelle je suis un peu démunie. Et là, ChatGPT va vous expliquer comment gérer ce genre de consultation d'annonce au mieux. Sur ces sujets-là, il est vraiment très, très, très performant. Vous pouvez même traiter ça avec l'audio, puisque ChatGPT, vous pouvez l'utiliser en audio sur vos mobiles. Et il peut être un très bon conseil comme ça entre deux consultations sur n'importe quel sujet. Exemple suivant, Nicolas. Donc, des conseils prévention santé. Donc là, on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans le cadre médical, mais on est dans des accompagnements un peu parallèles. Je suis médecin généraliste. Ma patiente, 45 ans, fumeuse depuis 25 ans, souhaite arrêter le tabac. Aide-moi à lui établir une feuille de route réaliste et motivante pour les 3 prochains mois. Indique-moi tous les recours auxquels elle pourrait faire appel pour soutenir son sevrage. Liste les activités de santé et le rythme à mettre en place, sachant que ma patiente n'est ni sportive et en surpoids. Et du coup, ChatGPT, là, est très bon aussi, toujours dans sa posture de coach, pour vous faire des programmes personnalisés pour cette patiente qui habite peut-être à un endroit précis. Enfin, elle peut même lui construire des circuits de marche, un planning d'activité physique
à volonté et de façon hyper personnalisée. Exemple suivant, ça c'est vraiment là-dessus qu'on attend beaucoup les IA aujourd'hui, c'est la rédaction des comptes rendus. J'ai donc fait un brief avec l'équipe Medavise pour préparer cette intervention. J'ai pris mes notes au kilomètre dans un doc. Et comme je voulais garder une trace structurée pour moi, j'ai juste transféré mes données prises à l'arrache comme ça, de façon informelle, à ChatGPT en lui demandant de structurer mes données brutes pour en faire un compte rendu. Et il me fait quelque chose de hyper propre qui finit par le pour action, qui doit faire quand, quoi et quand, etc. Alors que moi, j'ai vraiment pris au kilomètre. Sachant que ces situations de compte rendu aujourd'hui, elles peuvent être traitées complètement avec de l'audio, c'est-à-dire que sur n'importe quelle visio, sur n'importe quel entretien que vous avez, vous pouvez aussi, avec l'accord de vos interlocuteurs, enregistrer les choses et les transcriptions complètes de ce que vous dites et la structuration des données sera faite à la volée par l'IA. Voilà, est-ce qu'il y a… Donc, on a vu donc ces exemples. Vous dire que… Oui. Une petite question qui est de la salle sur le sourcing des données. Est-ce que ChatGPT aussi peut le faire si on lui demande, ou est-ce que Perplexity a un focus particulier? ChatGPT peut le faire depuis quelques semaines parce que dans la zone de prompt, vous avez maintenant une option Web Search dans la fenêtre de prompt. Et le Web Search va permettre à ChatGPT, un, d'accéder à l'actualité là où il ne le faisait pas avant, et deux, de sourcer ces informations. De ce que j'utilise moi, il est beaucoup moins propre dans ses sources que Perplexity, c'est-à-dire qu'il est aussi capable d'halluciner des sources ou de vous renvoyer vers des erreurs 404 de certaines sources. Donc oui, il commence à le faire, il ne le fait pas encore tout à fait bien de mon point de vue. Sinon, vous avez aussi Gemini, l'IA de Google, qui dans sa version payante fait ce que fait Perplexity de façon encore plus approfondie, puisque là, il ne va pas travailler sur 10 sources, mais jusqu'à 150 sources. Et donc, pour des choses très précises, Gemini peut être un bon partenaire de sourcing. Sur Perplexity, pour avoir essayé, c'est assez agréable quand on fait un copier-coller à la fin. On a toute la biographie, enfin la bibliographie qui ressort de façon assez propre dans les documents dans lesquels on colle les réponses, et c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, tac, je passe la prochaine. Alors, l'art du prompt, vous avez peut-être été surpris de la façon dont j'interagis avec l'IA. Donc, je vous rappelle, à Google, on parle avec quelques mots-clés comme un bibliothécaire. Avec l'IA, on parle avec des demandes très structurées et très rédigées. Vous entrez en conversation, vous allez itérer, vous allez ajuster les choses avec la savante. Donc, je veux bien que tu passes à la slide d'après, Nicolas. Donc, la première erreur que je vois chez les primo-utilisateurs de l'IA, c'est qu'ils parlent à l'IA comme à Google, donc ça ne marche pas. La deuxième erreur que je vois, c'est que l'IA n'est pas voyante, elle n'est pas capable de lire dans tes pensées. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on se parle de soi à soi, il y a plein de choses qui ne sont pas explicitées, qu'on oublie de dire à notre savante IA. Et donc, ça va impacter la qualité des résultats. Donc, pour obtenir des bons résultats dans l'IA, il faut avoir fait un prompt précis. Et vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez utiliser pour préciser votre prompt, des éléments de contexte notamment, qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez à faire, quel est l'enjeu, etc. Soyez précis sur l'action, sur ce que vous demandez à l'IA. Et vous pouvez aussi impacter le style. Vous pouvez donner des exemples. L'IA sait très bien travailler à partir d'exemples pour refaire avec le même format que vos exemples. En ayant sous les yeux ce type de grille, l'idée, c'est pas, surtout pas de remplir chaque case, mais d'être le plus précis possible dans vos prompts. Ça donne tout de suite de la qualité à la réponse de l'IA. Voilà. On va passer rapidement à la suite. Si vous deviez retenir donc un truc de l'IA en termes de limites, les IA produisent toutes aujourd'hui des erreurs qu'on appelle les hallucinations. Les IA produisent des biais qui peuvent être donnés aux données, qui peuvent être liés aux données, donc des biais de genre, des biais de race, des biais de plein de trucs.
Attention à la sécurité de vos données. Quand vous mettez des pièces jointes à l'IA, tout ça va nourrir l'IA, donc zéro données nominatives. Attention à l'usurpation d'identité, puisque l'IA aujourd'hui peut produire ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire des fausses personnes qui remplacent les vraies. Attention à l'alignement de vos IA. Vous savez qu'il y a des IA chinoises qui débarquent. Chaque IA porte une vision du monde. C'est ce qu'on appelle en IA l'alignement. Soyez toujours soucieux de savoir avec qui vous parlez. Et puis, derrière les IA, il y a aussi plein de questions liées aux ressources écologiques qui sont engagées pour faire tourner les serveurs, de l'énergie, de l'eau, de la matière. Et donc, pour reprendre sur l'alignement, donc là, quand on parle à ChatGPT, à Perplexité, à Gemini, on parle à qui? On parle à la Californie. Toutes ces IA sont californiennes. Perplexity s'appuie essentiellement sur ChatGPT, mais vient d'ouvrir un partenariat aussi avec DeepSeek, l'IA chinoise. Ça date d'avant-hier. Donc, c'est pas facile de savoir à qui on parle, mais grosso modo, on n'a qu'un acteur européen donc qui joue dans le cadre de la RGPD. Ça s'appelle Mistral, avec son IA qui s'appelle Le Chat. Qui, de mon point de vue, n'a pas encore le niveau de performance de ces grandes IA américaines ou chinoises, mais qui peut le faire. J'espère qu'elle le fera. Sinon, tous ces outils sont californiens, détenus par soit les GAFAM, soit des sous-traitants des GAFAM, et tous ces gens qu'on voit en ce moment au premier rang derrière les présidents américains. Voilà. On va passer rapidement aux enjeux, peut-être. Le code de l'IA, retenez 3 trucs. Attention, vérifiez toujours les données factuelles s'il n'y a pas les sources. Méfiance, identifiez les sources dès que vous pouvez. Interdiction de copier-coller de l'info sans relire attentivement. Il faut vraiment garder son cerveau en alerte. Interdiction de transmettre des données nominatives à l'IA, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Et éviter de demander une décision à l'IA. Elle peut vous aider à la décision, mais vous avez le final cut, puisque c'est vous qui allez porter la responsabilité de vos décisions. Obligation de transparence, quand vous utilisez l'IA pour certains usages, d'informer les patients. De mettre en marche votre esprit critique et votre bon sens professionnel dans tous les cas. Et de nourrir la relation avec l'IA et à ne pas la remplacer par l'IA. Voilà. On va finir sur les opportunités de mon point de vue. Voilà, pour moi, le message final, c'est que je pense que quand on est un bon professionnel, l'IA nous permet d'être un super bon professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez mettre l'IA à profit parce que vous avez ce bon sens, cette expérience professionnelle qui vous permet de savoir assez intuitivement si l'IA est en train d'halluciner ou pas, s'il faut la cadrer un peu mieux. Mais en tout cas, l'IA, moi, je pense, au-delà des usages strictement médicaux, est un outil magique pour les gens curieux, parce qu'elle va vous rendre encore plus curieux des choses, elle va vous documenter, vous allez être plus réactif. Et peut-être qu'une des finalités qu'on peut poser dans le cadre de la médecine, que ce temps gagné sur l'administratif, sur des trucs pas très cœur de cible, pas très cœur de métier pour vous, eh ben, sera réinvesti dans du temps pour la relation client, et que j'imagine que c'est aussi ce qui vous fait lever le matin et que tout le monde y gagnera dans ce cadre-là. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai mon micro. Ouais. Merci infiniment, Bénédicte. C'était passionnant. Je pense que la plupart d'entre nous ont appris plein de choses qu'on va essayer. J'avais une petite question sur Mistral. Est-ce que Mistral rentre dans l'IA Act? Il va de fait rentrer dans l'IA Act puisqu'il est sur le territoire européen avec ses serveurs en Europe, sous réserve qu'il ne soit racheté par un Américain demain matin. Voilà. Les choses bougent très très vite sur le monde de l'IA. Donc, ok. Donc, c'était passionnant. Bien faire attention à sourcer avoir le sourcing des données, bien relire, pas transmettre d'informations personnelles ou de faire attention aux identités, ne pas transmettre d'identité, pas de données médicales bien sûr.
parce que tout ça, ça va générer. En fait, on participe aussi à la croissance de l'IA avec tout ce qu'on lui demande et tout ce qu'on lui donne. Donc, il faut bien faire attention et avertir les patients. Et voilà, c'est super, impec. Voilà. Et donc, Notebook LM, Gemini, ChatGPT, Perplexity, plein de choses à essayer. Eh ben, c'était super. Un grand merci à tous pour vos nombreuses questions et vos réactions. À très bientôt sur un nouveau live. Peut-être, Bénédicte, à une prochaine pour approfondir, parce que j'ai l'impression que tout va très très vite. Je vous souhaite tous une excellente après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.